Alors, vous êtes tous les deux avocats. Voilà, vous êtes mariés depuis 23 ans et vous n'avez pas d'enfants. J'imagine que ce n'est pas comme ça que vous aviez pensé votre vie, c'est ça ? Ah, ça c'est sûr, on se voyait déjà à la tête d'une famille très nombreuse. On s'est mariés relativement jeunes, donc a priori il n'y avait pas de raison que ça n'arrive pas. Surtout que tous les deux nous étions issus de familles relativement nombreuses, 5 enfants chez moi, 4 enfants chez Bertrand, et que tous nos frères et sœurs, avant ou après notre mariage, ont eu très facilement des enfants. Voilà. Donc c'était vraiment, on n'avait même pas pensé à l'éventualité d'une infertilité. Et alors, comment est-ce que petit à petit, eh bien, vous avez découvert ça ? On va surtout parler de vous aujourd'hui, hein, mais comment vous avez changé au fur et à mesure dans votre projet de vie aussi, j'imagine ? C'est compliqué de répondre à cette question parce que sur 23 ans, il s'est forcément passé beaucoup de choses, mais disons, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et donc nous avons été confrontés à cette situation. C'est sûr qu'on en parle aujourd'hui plus facilement qu'on en aurait parlé il y a 15 ans ou il y a 20 ans. Et puis, au fond, la vie nous a modelés, nous a rabotés. Cette attente nous a transformés. Ce manque nous a aussi ouverts à d'autres réalités. Mais cette épreuve reste présente. En fait, il ne faut pas nier la dimension de l'épreuve. En fait, cette épreuve reste présente, cette souffrance reste présente. Mais dans cette souffrance et dans cette épreuve, il y a aussi une fécondité, il y a aussi des joies, il y a aussi beaucoup de signes de délicatesse, beaucoup de fruits. En fait. Et alors aujourd'hui, peut-être vous voulez... Non, je sais très bien. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes heureux ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Ce qui nous rend heureux, déjà, c'est notre amour. On a quand même une chance inouïe. Nous, on a autour de nous beaucoup de célibataires qui souffrent de ne pas avoir rencontré l'âme sœur. Et donc, on estime qu'on a déjà une chance incroyable d'être à deux et de s'aimer toujours après 23 ans de mariage. Et je dirais de s'aimer mieux, me semble-t-il. En tout cas, l'amour a été purifié, a émondé, et puis il a changé. Mais moi, je peux vous dire très sincèrement, et sans, voilà, c'est pas pour faire le buzz, je préfère ma vie aujourd'hui avec Bertrand et l'amour que nous vivons aujourd'hui à celui que nous avions quand nous étions fiancés. Parce qu'en fait, cet amour, il est plus, il s'est transformé certes, mais il est plus paisible, il est plus mûr, et il va grandissant. Et les crises qu'on vit tous dans un couple, il ne faut pas non plus se voiler la face, font grandir l'amour, et ça c'est vrai. Et la fidélité et la durée permet à l'autre de devenir ce qu'il est. Moi je pense que quand on rencontre quelqu'un, quand on tombe amoureux, on ne sait pas très bien parfois pourquoi, ça nous dépasse, mais on tombe amoureux de cet être qui était un peu comme, je dirais, Dieu l'a créé, c'est-à-dire dans sa beauté originelle. Et puis la vie, les blessures ont fait que des défauts sont apparus, etc. Et le fait de durer permet de laisser le temps à l'autre de changer et de devenir ce qu'il est. Et donc quand on est patient, eh bien, on assiste à ce beau spectacle de voir l'autre s'épanouir et de devenir tel qu'on l'avait même pas peut-être rêvé. Voilà, donc c'est magnifique. Donc c'est déjà ça, l'amour. Et puis après, c'est le don et les relations. Ce qui fait une vie, c'est pas tellement le travail, l'argent, la carrière, tout ce qu'on peut imaginer. Ce qui fait la richesse d'une vie, c'est l'amour. L'amour avec son conjoint, avec tous ceux qui nous entourent. Alors, vous avez suivi un parcours médical aussi. Vous avez pris des décisions, parfois de continuer, parfois d'arrêter. Qu'est-ce qui vous a semblé important ? Qu'est-ce qui vous a guidé à ce moment-là ? Alors, déjà, je voudrais dire que il faut être humble et délicat quand on parle de ces sujets. Parce qu'on rencontre, on fait face à des souffrances réelles. Donc il faut beaucoup de délicatesse. Et nos choix, qui ont été dictés par l'éducation qu'on a eu la chance de recevoir, ou les repères qu'on avait la chance d'avoir, nos choix, les choix qu'on a faits ne signifient pas qu'on porte un jugement sur le choix que d'autres couples ont pu faire.
D'autant que en fait, ces parcours de procréation médicalement assistée sont des parcours souvent douloureux, souvent très lourds médicalement. Souvent, ces parcours mettent les couples à l'épreuve, en fait. Et donc, il s'agit surtout de se garder de jugement, et il faut toujours bien garder présent à l'esprit qu'il faut beaucoup de délicatesse. Alors, nous, oui, quand on s'est marié jeune, comme on le disait, on n'a pas voulu avoir un enfant tout de suite parce que j'étais encore étudiant. Et ensuite, quand l'enfant n'est pas venu, on est rentré dans la batterie de tests assez classique pour étudier les causes de l'infertilité, le spermogramme pour l'homme, les causes de la fertilité chez la femme, etc. Et ensuite, finalement, on nous a proposé une insémination artificielle, ce qui ne nous emballait pas, parce qu'au fait, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle une infertilité idiopathique, dans le langage médical. Idiopathique, ça veut dire dont on ne connaît pas la cause, dont on n'arrive pas voilà, idiopathique, dont on ne connaît pas la cause. Et donc, on nous a proposé cette insémination artificielle, et puis finalement, le dossier d'insémination artificielle n'est jamais revenu. De prise en charge de l'insémination artificielle n'est jamais revenu, et donc on n'a pas insisté, en fait. Oui, et puis en fait, il se trouve qu'il y avait un problème médical, mais qui n'a pas été décelé par les médecins et qu'on a découvert des années après, c'est que j'avais une endométriose qui peut permettre quand même d'avoir des enfants. Mais c'est vrai que ça peut aussi être un facteur qui empêche d'avoir des enfants. Et donc pendant des années, nous, on a cru qu'on n'avait aucun problème. D'ailleurs, les médecins nous avaient dit non, mais c'est optimal de part et d'autre, il n'y a pas de raison et tout. Donc après les parcours médicaux, voilà, on a commencé à se poser des questions en disant je dois avoir un problème psychologique. Donc on a bouquiné pas mal de livres, on a été voir des médecins, des hypnotiseurs, des tas de trucs, voilà. Et puis ça ne marchait pas. Donc à un moment donné, on s'est dit voilà, quelque part à la grâce de Dieu, hein, voilà. Et jusqu'au jour où on a découvert que j'avais cette endométriose et qu'on a traité, mais je dirais un peu tardivement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a soutenu pendant toutes ces années et qu'est-ce qui vous soutient encore aujourd'hui ? Alors, la première chose, c'est une espérance un peu folle. Malgré notre âge et malgré ce parcours, cette espérance folle que nous aurons un jour un enfant, naturellement. Alors, ça peut paraître dingue, mais on est peut-être un peu dingue, voilà. Et puis aussi une espèce de confiance dans la vie, parce qu'à un moment donné, c'est notre chemin. Dans ce chemin, il y a plein de joie, il y a plein de cadeaux, il y a plein de rencontres, il y a des engagements aussi, et la vie est quand même très belle. Alors, c'est vrai qu'on s'est mariés aussi pour avoir des enfants, mais que c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on n'en a pas qu'on est heureux ou pas heureux. C'est pas un enfant qui doit être... on ne peut pas mettre sur un enfant le lourd fardeau de nous rendre heureux. Hein. Il faut être heureux par soi-même, et nous le sommes. Ça n'empêche pas de pleurer tous les mois, hein, quand même, je le dis, parce que là, j'en parle très facilement. Je pense que s'il y avait, je sais pas, 15 ans, je remontais 15 ans en arrière, peut-être que j'aurais pas pu faire ce témoignage. Donc il y a tout un temps de maturation, d'acceptation, etc. Mais c'est vrai que la vie est belle. Voilà, donc on vit au jour le jour, on prend ce qui vient, les joies, et il y en a beaucoup. Oui, puis on a la chance d'être oncle et tante de très nombreuses fois, on a la chance d'être parrain et marraine de très nombreuses fois, on a la chance d'accompagner aussi des jeunes, enfin, donc dans ce parcours, en fait, on a eu plein de signes d'amitié, je dirais, en fait, des signes d'amitié qui nous soutiennent. Est-ce que vous pouvez dire que quelque part, ça ouvre aussi votre cœur aux autres ? Ah, mais c'est sûr. La souffrance, ça creuse. Et donc, quand on est confronté à une épreuve, déjà, ça nous met en face de notre finitude, de notre petitesse, de notre fragilité. On découvre qu'on est fragile. Voilà, on n'est pas Superman et Superwoman. Et donc, on s'ouvre à d'autres réalités. Et du coup, comme on n'est pas dans les clous,
Hein, on n'est pas la famille Kinder avec les 2 ou 3 ans. Maintenant, c'est plutôt 3 enfants et tout. On ne rentre pas dans les cases. Du coup, on rejoint des gens qui ne rentrent pas dans les cases. Et nous, il se trouve qu'autour de nous, il y a beaucoup de veufs, de divorcés, de célibataires, de jeunes, etc. Notre table est souvent est ouverte et qu'on accueille un peu ceux qui n'ont pas forcément leur place dans la société, en tout cas qui estiment ne pas l'avoir, ou que la société juge en se disant mon Dieu, à son âge, si elle n'est pas mariée, c'est que vraiment elle doit avoir un problème. Bah non, pas forcément. Voilà, s'il est divorcé, c'est que vraiment il devait être très très chiant avec sa femme. Bah non, pas forcément. Voilà. Et donc du coup, oui, bien sûr, ça nous ouvre à d'autres souffrances, à d'autres réalités, ça nous rend plus humains. Voilà. Et comment est-ce que vous prenez soin l'un de l'autre aussi dans cette souffrance que vous ne vivez pas nécessairement de la même façon? Double question. On ne la vit pas de la même façon parce que je suis un homme et Gaëlle est une femme. Hein, vous avez bien remarqué. Et donc, nous avons une physiologie différente, une psychologie différente. Et, la femme est cyclique et ça revient effectivement tous les mois. Donc, cette souffrance revient de façon cyclique, en fait. Pour l'homme, me semble-t-il, c'est un peu différent parce que l'idée que je me fais peut-être à tort du rôle du père, c'est plus un rôle c'est plus un homme qui est dans la transmission en fait, et c'est ça qui moi me manque en fait, c'est de pouvoir. Enfin, je dis pas que j'ai pas de paternité autrement, mais c'est de pouvoir transmettre quand même à un enfant, je sais pas, des choses aussi bêtes que d'apprendre à faire du vélo ou de pêcher à la ligne ou d'apprendre à faire du ski ou des choses, ce genre de choses en fait. Donc ça, c'est pour répondre à la deuxième partie de la question. Et la première partie de la question, c'était comment on prend soin l'un de l'autre. Oui, on essaie de s'aimer au jour le jour. Et alors, c'est vrai que finalement, dans ce manque, en fait, on a une plus grande disponibilité l'un à l'autre, en fait, de fait. Et donc, on peut davantage prendre soin l'un à l'autre. On peut partir en voyage, on peut s'offrir une bonne table, on peut partager avec des amis aussi, parce qu'on n'est pas tout le temps en fusionnel, en fait. Mais donc, oui, on prend soin l'un de l'autre. Enfin, on essaie, j'espère. Oui, ça va. Je me plains pas. Et pour conclure, peut-être, est-ce que vous auriez chacun un mot à nous donner ce soir? En cadeau. Espérance. Et fécondité. Eh bien, un grand merci à tous les deux.